Quatre sujets sont sur la table de débat de ce dimanche. Il s'agit de la situation sécuritaire avec l'attaque du poste militaire d'Intangom dans le Sahel, les événements du pont du Naouri et le retrait d'un véhicule par des hommes armés à Waïgouya. Nous parlerons aussi des conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain, de la conférence de presse du Rhin-Lac sur le litige entre la douane et l'ONATEL et enfin de la commémoration du 15 octobre, date de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Alors pour discuter de tous ces sujets de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour. Bonjour, salut. Sur ce plateau, Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour, Sayon. Dacier de Bendouté est également sur ce plateau. Il est de la radio Jeunesse. Bonjour. Oui, bonjour, Sayon. Et enfin, Arnaud Mohamed Ouedraogo de l'Observateur Palga. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, les forces de défense et de sécurité du Burkina ont été une nouvelle fois la cible d'attaques terroristes. Le mercredi 12 octobre au petit matin, le poste de police d'Intangom dans le Sahel, tenu par un détachement de l'armée, a été attaqué. Le bilan fait état de 6 morts selon le ministre en charge de la sécurité intérieure, dont 3 soldats burkinabés et 3 civils. Après, les douaniers, les policiers, les gendarmes, ce sont finalement, chers confrères, les militaires qui sont attaqués sur le sol burkinabé. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette nouvelle attaque? Rabo. Merci Salion. Je crois que d'entrée de jeu, il faut dire que nous ne faisons pas preuve de suffisamment d'engagement dans la lutte antiterroriste. Quand vous regardez les zones et les camps qui sont attaqués, ce ne sont pas des zones où suffisamment de précautions sont prises pour vraiment faire face à de telles attaques. Voilà, ce sont des maisonnettes qui ne sont pas clôturées, c'est du matériel qui est déposé à tout vent. Comment vous voulez que les terroristes ne fassent pas ce qu'ils veulent en face de telles situations? Vous regardez la situation qui s'est passée avec ce que vous venez d'évoquer, la voiture qui a été arrachée par des hommes armés à Waïgouya. Moi, quand j'ai appelé pour que des confrères prennent plus d'informations, ils ont dit, mais quand vous quittez Waïgouya pour Ouagadougou, vous êtes dans une voiture de particulier, vous n'êtes pas contrôlé. Il n'y a que les cars qui sont contrôlés vraiment et où on fait descendre les passagers pour faire un minimum de contrôle. Donc, si des gens peuvent passer de Waïgouya à Ouagadougou sans être contrôlés, imaginez jusqu'à quel point nous sommes vraiment exposés. Moi, je crois qu'on devrait, depuis le mois de janvier, et c'est la énième fois que nous disons ça sur ce plateau, prendre le maximum de précautions aux frontières. Ne pas laisser, par exemple, à Intangom seulement 25 hommes militaires pour surveiller la frontière. Je crois que c'est totalement décalé par rapport à la réalité, par rapport à la menace terroriste qui est aujourd'hui notre quotidien. Et c'est le président du Faso lui-même qui l'avait dit. Au lendemain des attentats du 15 janvier à Ouagadougou, il a dit, les Burkinabés, vous devez maintenant vous mettre à l'esprit que tous les jours, nous allons faire face à la menace terroriste et nous devons en tenir compte dans nos comportements quotidiens. Après ça, le président ne peut pas seulement laisser 25 hommes à Intangom, alors que c'est la deuxième fois. Et quand on sait que ce poste avait été attaqué auparavant lorsqu'il était tenu par les policiers. Alors, Yacinthe, votre réaction? Cette situation me fait penser à... Bien que ce matin, j'ai reçu un SMS d'un de nos auditeurs, à Guibaré, qui disait donc ceci: je rêve d'un matin où je me lève, je capte Omega et on me dit aujourd'hui, rien de spécial a dit, tout va bien dans le monde. Malheureusement, aujourd'hui, il faut reconnaître que le monde va mal. Le monde est gangréné par cette tumeur-là, qu'est le terrorisme d'une manière générale. Et ce n'est pas le Burkina seul. Je pense que c'est un ennemi invisible, un ennemi commun, et il frappe quand il veut, où il veut. C'est la particularité de cet ennemi-là qui fait qu'il est difficile à combattre. On a l'attaque, la dernière en date d'Intangom, qui est située dans une zone assez compliquée, puisque c'est une zone triangle.
dans une frontière partageante, le Burkina, le Mali et le Niger. C'est-à-dire que la zone même, elle est difficile à couvrir. On a vu une semaine avant l'attaque d'Intagom, l'attaque de Tawa au Niger, où il y a eu 22 morts de militaires aussi. Je pense que cela remet en cause, en fait, toute notre politique contre le terrorisme. Il ne faut pas que chaque État, à sa manière, essaie de lutter. Il faut une lutte commune, une synergie d'action dans la lutte. Et c'est en cela qu'on pourra, ne serait-ce que, minimiser les effets de ces terroristes. Sinon, ils continueront de frapper où ils veulent, quand ils veulent. Et c'est ce qui fait que c'est difficile à maîtriser et à contenir. D'accord. Oui, Arnaud. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. On se disait qu'après la première attaque qui a concerné, avant qu'il soit un détachement militaire, c'était un commissariat de police. On s'était dit avec nos yeux de profane, je vais dire ça ainsi, que voilà, après une telle attaque, des dispositions allaient être prises. Ces dispositions, nous dit-on, ont été prises, tant mieux. Mais malheureusement, on voit que, comme on le dit dans la rue de Ouaga, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Il l'a dit, c'est un ennemi commun, c'est un ennemi invisible, c'est un ennemi lâche qui frappe voilà, sans prévenir. Il est difficile de le combattre. Et en matière de sécurité antiterroriste, il n'y a jamais d'assurance tout risque. Les pays les plus puissants au monde sont touchés, les États-Unis, la France et j'en passe. Donc, ce n'est pas le petit Burkina qui peut se targuer d'être à l'abri de ces forces du mal. Mais toujours est-il, Yacine le disait tantôt, il faut que nous, surtout nous les petits États à faibles moyens, il faut qu'on mutualise nos forces. Je sais que dans le cadre du bassin du Tchad, avec des pays comme le Niger, le Cameroun, le Bénin, le Tchad, et aussi dans le cadre du G5 Sahel avec le Mali, le Niger, le Sénégal, je pense, il y a des projets de forces en attente qui sont en cours, mais il faut qu'on y va vite pour rendre ces forces-là opérationnelles, parce que la bande sahélo-saharienne est pratiquement un no man's land. Et c'est une zone où on retrouve tout trafiquant, allant de terroristes aux vendeurs de drogue, sans parler des bandits de grands chemins. Donc ça fait que la zone est extrêmement dangereuse. Et il faut que nos autorités là s'asseyent, prennent les décisions qu'il faut, mettent les moyens qu'il faut, afin que voilà, on puisse minimiser quand même les assauts de ces forces du mal. D'accord. Alors, Dassi. Oui, merci. Je pense qu'on va déplorer ces pertes en vie humaine parce que, franchement, ce n'est pas facile. On constate que chaque jour, ce sont des familles qui sont endeuillées. Et du même coup, je pense que sur ce plateau, un jour, j'avais fait une analyse ici, les gens ont pris peur. Et je pense que je vous avais dit qu'il ne faut pas croire que c'est quelque chose, ça va crescendo et ça s'organise. Aujourd'hui, d'un point de vue, on dit que c'est environ une dizaine de personnes. D'un point de vue militaire et selon l'organigramme de l'armée burkinabé, on peut dire que c'est un groupe qui a attaqué. Parce qu'il y a l'équipe, il y a le groupe, il y a la section, il y a la compagnie, il y a le bataillon, il y a le régiment et il y a le corps d'armée. Donc aujourd'hui, si c'est 8 personnes, une dizaine de personnes qui ont attaqué, on peut dire que c'est un groupe. Qu'est-ce qui prouve que demain, ça ne sera pas une compagnie ou une section? Voilà. Donc, pour vous dire que les choses vont en s'organisant. Et j'avais dit ici qu'il faut voir l'impérialisme. Si on ne maîtrise pas l'histoire de la conquête coloniale, on ne peut pas comprendre ces problèmes aujourd'hui. Parce que sous Blaise Compaoré, vous vous rappelez, quand le président Alpha Oumar Konaré était venu pour ces questions, parce que les terroristes qui attaquaient le Mali étaient logés au Burkina. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous lisez l'Indépendant 94-95, quand le président Alpha Oumar Konaré était venu, il a dit à Blaise Compaoré, rappelez-vous du Rwanda, les Occidentaux, ils allument le feu et après ils viennent prendre les ressortissants et entre nous, on s'est tués, après ils viennent. Donc, les choses ont évolué. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui préoccupe. On dit que l'attaque a eu lieu de 5 h du matin à 9 h. Bon, je pense que le président du Faso et le chef d'état-major général des armées doivent rendre compte au peuple burkinabé. Comment on peut attaquer une section de l'armée burkinabé et il n'y a pas une couverture aérienne? Ça, c'est un. Deuxièmement, on avait dit, et chaque jour on le dit, moi personnellement j'ai risqué pour dire ces choses, il faut s'asseoir et discuter. L'affaire des ex-RSP, jusqu'à présent, des gens en fuite. Vous prenez les militaires radiés, on n'en parle pas. Les policiers radiés,
on n'en parle pas. Et quand on prend l'affaire de Pau et Waiguia et l'attaque de Ntangom, quand tu analyses, tu fais une analyse serrée. Mais ça nous ramène à la méthode Guillaume Soro, selon les écoutes téléphoniques qui disaient qu'on frappe par là, on fait, et les gens sont paniqués, ainsi de suite. Et aussi le président du Faso, après ces attaques, le président ne s'est pas exprimé, ni le ministère de la Défense, ni le ministère de la Sécurité, ni le chef d'état-major général des armées. On nous sort un directeur, chef des opérations terrestres, il vient pour s'exprimer. Le paysan de, je ne sais pas, de Gorgagui ou le paysan de Nyankorodougou ne sait pas si c'est lui qui est le directeur, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais que le président sorte dire qu'il y a ça, c'est ça qui intéresse le peuple. Et mieux, dans cette affaire de terrorisme, vous dites de mutualiser les forces. Moi, si je suis chef d'État aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mutualiser les forces avec qui que ce soit pour défendre l'intégrité du territoire. Parce que tout ça, c'est des langages qu'on fabrique, on veut qu'on répète. Le président du Faso est venu. Pourquoi il n'a pas fait des visites au niveau de nos voisins rapidement pour pouvoir aller aborder certains sujets? Voilà. Non, mais il faut aller, il a plus voyagé. Il faut aller. Oui. Et c'était un camp militaire. Mais j'ai dit que si vous ne le Mali, on n'en parle pas. Si vous ne maîtrisez pas l'histoire de la conquête coloniale, vous ne pouvez pas comprendre ces peuples. Parce qu'on s'appuie toujours sur on va permettre à Yassine de réagir sur certains aspects de son. Notamment la réaction du gouvernement, je pense qu'on en a eu à travers le ministre de la Sécurité à la sortie du Conseil des ministres et aussi le ministre des Affaires étrangères depuis Bruxelles, où il participait au Rebranding Forum. Il y a eu des réactions donc, du gouvernement sur cet événement d'Intagom. Maintenant, pour la situation d'Intagom, je crois qu'il faut prendre en compte plusieurs lignes, plusieurs choses. Fratricide. On a le même problème avec Palestine et Israël. Au Zimbabwe, on a le même problème. En Afrique du Sud, on a le même problème. Mais pourquoi ces autorités se sont précipitées dans les lotissements sauvages du pays? Après ces lotissements, on ne parle pas de l'agro-business qui a exproprié aussi des terres. Pourquoi ils l'ont fait? Vous savez qu'après l'assassinat de Thomas Sankara, l'accumulation du capital s'est faite de façon fulgurante. Même dans le monde européen, on n'a jamais vu ça. Et des gens sont passés du vélo à la limousine. À moins d'une génération, on a acquis un capital. Donc, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont réinvestir ce capital-là dans l'immobilier, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand vous prenez beaucoup de villas, ce sont les mêmes qui ont construit des villas, qui ont loué à l'État. La charge locataire de l'État aujourd'hui, c'est des milliards. C'est des milliards. Donc, c'est-à-dire que c'est une politique savamment conçue. Et ça nous met encore dans des problèmes. Vous voyez aujourd'hui Ouagadougou, si on dit qu'on doit construire un stade moderne à Ouagadougou, il n'y a plus de place. Vous devez construire même un hôpital à Ouagadougou, il n'y a plus de place. Et Ouagadougou, telle qu'elle se présente là, si on a les moyens, soit on change des sites de capital, soit on recasse toute la ville et on reconstruit. Parce que ces questions de lotissement, c'était l'objectif des maires. Et comment les gens font? Sagnon, par exemple, il a un lotissement, il nous connaît, nous quatre, il est le maire de son village, il l'appelle, ah, Rabo, bon, comme on se connaît là, viens prendre une parcelle ici. C'est comme ça que les gens se sont partagés les choses et finalement, nous voici aujourd'hui dans des problèmes. Et le pire, c'est un exemple. Il y a le rapport cite de nombreuses personnes, de nombreuses personnalités. Je prends un exemple entre nous pour ne pas frustrer certains. Quand vous prenez à Ouagadougou, vous prenez les espaces verts. Que sont devenus ces sites-là? D'accord. Ouais. Alors, on va évoluer et on va permettre à Rabo de réagir très rapidement à cette actualité. Bon. Je ne sais pas par quel bout prendre le problème, tellement il y a dit sur ça. Mais ce que les députés ont révélé, Arnaud, c'est un secret de polichinelle, non? Voilà, qui ne savait pas ça? Oui, qu'il y a des maires qui avaient 2000 parcelles. Il y a un dossier maintenant sur le... D'accord, je vous prends un bout pour qu'on avance. Parce que bon, nous les journalistes, on aime anglais pour que ça soit... oui, pour que ça soit saisissable, quoi. Parce qu'à parler dans la généralité comme ça. On prend des exemples. Quand on a fait l'insurrection, il y a eu une suspension des opérations de lotissement. On a scellé les bureaux des maires. On a fouillé dans les opérations de lotissement et on a donné des dossiers à des magistrats pour interpeller des anciens maires. Il y a des anciens maires qui ont été délocalisés dans des maisons d'arrêt, dont Kaya, Ouayugia et j'en passe. Et ils devaient être jugés, non? Ça fait 2 ans, non? Est-ce que vous pouvez me dire que ce que les députés ont fait en 3 mois, là? Le juge d'instruction ne peut pas faire ça en 2 ans.
Non, pourquoi? C'est pourquoi il faut féliciter les députés. Non, je vous demande, on est dans quel pays où le député peut découvrir en 3 mois ce que le juge n'a pas découvert en 2 ans? On est dans quel pays? Donc vous comprenez pourquoi on vole les parcelles, non? Parce qu'il n'y a pas de justice, non? Parce qu'on est un pays où il n'y a pas de justice. Voilà, sinon c'est que les députés nous ont dit là. Moi je dis, c'est seulement le courage qu'ils ont eu. Sinon ils n'ont pas fait de l'investigation. Tel même que le président de la commission parlementaire, Barry, a expliqué, ils n'ont même pas fouillé, ils ont seulement fait des auditions. Ils appellent l'ancien maire, ils lui posent la question, comme l'ancien maire de Titao, le directeur des infrastructures, l'ex-directeur des infrastructures de la présidence du FASO. Il dit non, le président du FASO, Blaise Compaoré, m'a donné une instruction verbale pour administrer 258 parcelles à Ouaga 2000. Est-ce que le député a fouillé? Non, c'est parce que les gens ont été même francs, qui leur ont dit la vérité, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça se passait. Et moi, mon inquiétude est liée au fait qu'il n'y aura pas de suite dans cette affaire. Parce que quand on faisait ces lotissements frauduleux-là, et Simon Compaoré était où? Nous avons fait un micro-trottoir à la radio où les gens ont dit, le rapport est bon, seulement il y a 2 noms qui manquent, quoi. C'est Seydou Zagré et puis Simon Compaoré. Il fallait ça pour achever le rapport. Parce que si c'est Simon Compaoré qui était là quand les maires faisaient cette pagaille-là, et puis il est toujours au gouvernement, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y aura la rupture? Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'il y aura des dépossessions de parcelles? Quand on me dit que quelqu'un a volé une parcelle, il a revendu à quelqu'un d'autre qui ne savait pas qu'il avait volé, hein, parce que quelqu'un peut acheter une parcelle de bonne foi. Hein, il veut construire pour dormir avec sa femme et ses enfants, il dort là-bas. On vient après, les députés disent que le gouvernement va arracher ça de force et puis réattribuer. Comment vous allez arracher des parcelles de gens honnêtes qui dorment avec leur famille pour donner à des gens honnêtes qui veulent dormir aussi avec leur famille? Est-ce que c'est possible dans un pays? Vous voulez faire la guerre civile ou pas? Non, ce n'est pas possible. Donc il y a des parcelles qu'on ne peut pas retirer. Ce qu'on peut faire, il y a des gens qui sont notoirement connus pour avoir bradé les parcelles au Burkina Faso. Ces gens-là sont des milliardaires. Si vous arrachez ça, vous dédommagez. Vous arrachez ça, vous dédommagez. Moi, je connais un mec qui a construit sur une parcelle qu'il revendait à 300 millions parce qu'il a construit à étage. Mais si vous retirez ça, là, vous dédommagez, non? Voilà. Il y a des gens qui ont pris des parcelles qui ne peuvent pas construire. Puisqu'ils ont pris même parce qu'ils ne veulent pas dormir. Vous allez à Yarma, là. Est-ce que c'est ceux qui ont occupé les parcelles là? Il ne veut pas, le maire Pascal Tiga, là. C'est 500 parcelles. Il a donné à des gens qui veulent dormir. Non, c'est des gens qui veulent, comme Dacier, faire célibatorium, mettre en location. Il a son salaire et puis il a l'argent de la bière. C'est dans quel pays? Maintenant, pour terminer, j'ai dit vraiment, je comprends pourquoi le nom de Thomas Sankara est partout. Et Thomas Sankara était venu pour qu'on fasse la différence entre le bien et le mal. Parce qu'on n'était pas suffisamment intelligent pour faire la différence entre le livret et le bon grain, quoi. Donc, si vous voulez ce qui est bien, vous regardez ce que Thomas Sankara a fait. Si vous voulez ce qui est mauvais, vous regardez ce que Blaise Compaoré et la clique a fait. Et c'est maintenant qu'on doit choisir la voie que les Burkinabés veulent, quoi. Voilà, vous choisissez la voie de l'intégrité, vous faites la justice dans cette affaire de parcelles, et puis pour 200 ans, 500 ans, on ne va plus parler de ça au Burkina Faso ici. Parce que si vous venez dans 25 ans et faire la même chose, vous n'êtes pas intelligent. Oui. Je pense que d'abord, comme il a dit, il a bien anglais le sujet, mais il y a un certain nombre de questionnements qui subsistent qui m'empêchent de faire le banc demandé par Arnaud pour la commission d'enquête parlementaire. Par Arnaud, oui, bien sûr. Les questionnements me restent sur le bras, notamment dans la méthode de travail. Il a souligné un peu les auditions de 45 minutes chrono avec des anciens maires. Si on prend la pause déjeuner qui a duré 1 heure, ils ont plus passé le temps à déjeuner qu'à questionner ces personnes-là et à même investiguer de façon physique. Ensuite, il y a eu ce fameux huis clos avant la session parlementaire. Qu'est-ce qui a bien pu se dire, qu'est-ce qui a bien pu être ôté de ce rapport avant ce huis clos, avant la session publique? Dieu seul sait. J'espère que les langues vont se délier dans les jours qui suivent avec. Ensuite, au-delà du huis clos, il y a un état de fait. Il y a des noms, comme il a souligné, qui manquent. Comme ils disent que Mais est-ce qu'on a la preuve que ces noms qui ne sont pas cités sont forcément impliqués dans des détournements de parcelles? On a dit que comme la justice a statué sur le dossier, on ne s'est pas avancé dessus. Je pense que ça, ce n'est pas un argument qui prospère. Le maire Simon Compaoré n'a pas de nom, c'est une parcelle à Ouagadougou. Il n'y a pas de problème. Mais on nous laisse terminer, oui. Pour peu qu'on investigue sur ce dossier-là, je pense qu'il y a un ensemble de... Naturellement, je pense que même les Séraphines qui ont dit 2000 parcelles, elles n'ont pas leur nom sur les 2000 parcelles. Il faut investiguer et ne pas rester. Et
il y a un autre cas. Il y a vraiment plusieurs problèmes dans ce rapport-là. Lorsqu'on nous dit que l'ex-directeur des infrastructures de la présidente du Faso a administré 248 parcelles à Ouaga 2000, je défie la commission de nous donner les noms de ces personnes-là. On verra qui sont les voleurs des parcelles au Burkina. Je pense qu'il y a un état de fait qui est là. Il y a des zones d'ombre dans ce rapport-là qui nous font poser des questions sur la crédibilité. On nous a sorti des noms, notamment Blaise Compaoré, qui a 113 parcelles à Zignaré. Lorsqu'on recoupe, selon les informations, ces 113 parcelles ne consistent en fait qu'au parc alimentaire de Zignaré, qu'on a recoupé et découpé. Et je pense qu'il faut un minimum de sérieux lorsqu'on fait sortir ce genre de rapport et ne pas faire du mouta-mouta avec un dossier aussi problématique que le lotissement au Burkina. La commission a manqué le coach, je pense. C'était le lieu de vraiment soulever les problèmes, hormis l'instruction du dossier soulevé sous la tradition, de sortir les vrais noms. Je suis étonné que ce ne soit que les pistes qui soient les plus citées dans le rapport. Comme par hasard, c'est eux qui géraient le lotissement ici au Burkina. Un mec qui fait 17 ans et tous ces 3 maires d'arrondissement sont impliqués, mais il n'était pas au courant et il n'est pas impliqué. Bien sûr, parce qu'il n'a pas de nom sur la parcelle. Je pense que ce rapport-là, à mon humble avis, il faut qu'on le dépose. Demander aux députés de ressortir sur le terrain. Ils sont les représentants du peuple, ils ont encore une investigation à faire. Ça, ce n'est pas le bon rapport. D'accord. Oui. Alors, Arnaud qui avait demandé d'applaudir. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui est dit et je garde toujours ma demande, un banc pour cette commission. Je m'explique parce que je n'avais même pas fini mon développement lorsqu'on m'a coupé. D'accord. Je demande un banc parce que déjà, il y a un fait, ça a été fait. Tout le monde le savait comme dit Rabo, mais jusque-là, aucun député n'avait fait ce travail. Pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être que je suis sous-informé. C'est pour ça que j'ai dit, ces députés sont à féliciter. Maintenant, je dis aussi, le travail n'est pas fini. Ce n'est que 15 communes. Et comme les autres à cette table ont dit, il manque des noms. Moi, j'aimerais bien que le président de l'Assemblée lui-même me dise combien de parcelles il a. Il doit avoir 2000, je suppose. Bon, et je pense que je suppose bien. Enfin, et l'ancien directeur des infrastructures du palais de Kosiam, qui est longuement cité dans ce rapport, vous l'avez rappelé, 200 et quelques parcelles que le président Blaise Compaoré lui a demandé verbalement d'administrer à des gens. Mais c'est à qui? C'est à leurs proches. Et ces gens qui dirigent le pays aujourd'hui étaient des proches de Blaise Compaoré à une certaine époque. Donc moi, j'aimerais bien que du président Roch, en passant par le président de l'Assemblée, Salif Diallo, jusqu'au ministre d'État Simon Compaoré, ces gens-là, il faut qu'eux-mêmes ils nous disent, eux qui étaient aux côtés de ceux qui sont cités aujourd'hui là, et qu'ils nous disent que quand on disait à un tel de donner tant de parcelles à un tel, est-ce qu'eux, ils n'avaient pas leur nom dedans? Le rapport ne donne pas tous ces détails. Mais quand je demande d'applaudir la commission, c'est déjà le fait d'entreprendre ça. Maintenant, que le nom de Simon n'apparaisse pas sur ce rapport, que le nom de Seydou Zagré, qui a été révoqué en tant que maire de Koudougou, pour ces questions de parcelles-là, effectivement, il y a problème. Mais quand j'applaudis, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas leur nom là que j'applaudis, c'est le fait que le travail ait déjà été fait. C'est un début et j'ai dit, il faut qu'on aille au reste des communes du Burkina Faso. Alors, il y a le cas des sociétés immobilières également, qui ont donc pris de grands terrains pour la construction. Oui. Bon, je pense que c'était pour chercher de l'argent. À ce niveau, on ne peut pas finir parce que il faut craindre encore qu'il y ait un vide juridique. Parce qu'on a vu l'affaire avec les canettes là. Comment la sanction est tombée au bouffe. On a vu avec Blaise Compaoré. Qu'est-ce qui prouve que dans cette affaire aussi, il n'y aura pas un vide juridique? Et maintenant, quand tu demandes, Arnaud demande un banc, c'est bien. Mais moi, je pense qu'ici, on peut simplement les féliciter pour la première fois que les députés ont commencé véritablement leur travail. C'est la première fois que les députés commencent un travail de député. Même si il faut signaler au passage qu'il y a eu plusieurs commissions parlementaires. Voilà, il y en a eu. Ça a toujours été bon. Peut-être que la publication a posé problème. Donc on ne peut pas. C'est la première fois qu'il y a une affaire publique
et l'Assemblée s'est saisie et on vient maintenant, ça devient un débat public comme ça. Non, il y a eu beaucoup de cas, il y a eu les sachets d'eau, les eaux... Ça, c'est pas des problèmes. C'est pas des problèmes. Les sachets d'eau, là, c'est dit la On ne se limite pas qu'aux commissions d'enquête. Il y a même la question orale. On peut peut-être dire que c'est la plus grande, mais pas la première fois. C'est pas des superlatifs. C'est pas des superlatifs. Contrôler l'action de l'exécutif, là, c'est ça comme ça. Voilà, c'est des élus qu'on a contrôlés. Encore que c'est le passif qu'on a contrôlé et non l'actif. Il ne faut pas oublier que les parcelles, ce sont des richesses. Rappelez-vous que quand les ministres ont publié leurs biens, mais ce qu'ils avaient de plus cher, c'est les parcelles. Au Burkina, la richesse, c'est quoi? Tu travailles, tu prends un prêt, tu construis une maison, tu payes ta boîte. Les gens mettent peu même 20 ans en train de construire une maison. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une affaire, parce qu'avec même... les sociétés immobilières, c'est les idées de Thomas Sankara que les gens sont venus tordre. Et voilà aujourd'hui. Et même, ce n'est pas fini. Moi, à Gawa, on a vendu cité du 4 août. Les gens ont vendu cité, les cités de la révolution qu'on a vendues. Il faut faire le rapport de ça. Voilà. Il faut faire le rapport des cités. En tout cas, le président de la commission a promis que les enquêtes seront menées dans toutes les communes du Burkina, certainement qui vont arriver à Gawa. Et tu pourras peut-être témoigner dans ce cadre, oui, très rapidement. Dans le sujet, notamment sur les sociétés immobilières, là. Oui. C'est tout le problème que Brabo a souligné par rapport à ce travail fait par le gouvernement. Il n'y a pas de solution concrète. Une société immobilière comme la Socogib, si on prend les cités Socogib, si on dit aujourd'hui qu'il y a un problème dans l'attribution des cités Socogib, qu'est-ce qu'on fait? On retire ça aux gens qui ont fait comme le système de location-vente et qui ont fini de solder pour donner à qui? Je pense que lorsqu'on pose un problème, il faut au minimum proposer des pistes de solutions. Et c'est ce qui n'a pas été mais fait. La dernière fois, on a reçu le député Barry ici sur ce plateau lors d'une émission et il a dit que ça va être traité, je pense, au cas par cas pour voir, hein, voilà, c'est pas systématique. Le retrait n'est pas systématique. Dans la loi, non, j'ai dit ce qu'il a dit. Il faut d'elle. Hein. Le retrait n'est pas systématique, mais ça va être traité au cas par cas. Maintenant, ce sont les personnes qui ont pris de grandes parcelles sans aucun document qui seront vraiment. Mais il faut dire aux téléspectateurs qu'après avoir fini son travail, le député Bourema Bari n'a plus rien à faire. C'est pas lui qui va retirer les parcelles. Voilà. En fait, c'est le gouvernement. Moi, il faut qu'on avance. Sur les sociétés immobilières. Sur les sociétés immobilières. Quelqu'un m'a dit une fois, Lisette Gando, patronne de Azimo, Socogib, je ne sais pas, Sakmo, ou c'est quoi encore? Satmo. Et causé avec un autre promoteur immobilier. Et puis lui, il a dit que lui, il a des problèmes pour acheter les terrains, pour faire les logements sociaux. Et puis elle dit, toi, tu achètes. Moi, je prends cadeau. Donc, elle a pris cadeau et puis elle était en train de construire. Bon, est-ce que ça, là, on peut nous donner la garantie que le nouveau pouvoir ne va pas fabriquer ces nouveaux promoteurs immobiliers et puis on va vivre la même chose? C'est ça, quoi. Et puis, est-ce qu'on planifie la gestion du foncier urbain, là, sur 100 ans, 200 ans? Comme Dacier aime les planificateurs, les sociologues planificateurs, urbanistes, est-ce qu'on les met à contribution pour que, après avoir vécu ça, là, on ne vive plus jamais ça au Burkina Faso? C'est ça, quoi. Si on a une politique de logements sociaux, pour vraiment les populations les plus pauvres du Burkina Faso, il faut que cette politique-là soit conséquente et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Quelqu'un m'a dit dans une interview, c'est la formule Mamoré qui est la plus intéressante. C'est-à-dire quand les voleurs se lâchent, le bien et le butin est restitué, quoi. Donc ce sont les patrons qui nous gèrent là, qui sont en train de se lâcher. Et donc nous les pauvres là, on découvre maintenant qu'ils nous avaient volé. Donc eux tous là, ils sont dedans. Que ce soit ceux qui ont commandité l'enquête parlementaire, ceux qui ont exécuté l'enquête parlementaire ou ceux qui sont aujourd'hui épinglés par l'enquête parlementaire, ils sont dans le même sac. En tout cas, l'Assemblée nationale a dit que l'affaire sera portée donc, devant les tribunaux. C'est déjà fait, voilà. L'Assemblée n'a qu'à prendre une loi pour qu'on recule rapidement des juristes. Parce que le pays est débordé par des dossiers. Si on y prend garde, parce qu'actuellement les juges, là, on critique la justice, mais il faut reconnaître que la justice est fatiguée. Un juge m'a dit que actuellement, même dossier de divorce, là, il ne s'occupe pas de ça. Tellement il y a des dossiers, bon, tu ne peux plus t'asseoir en train de traiter de divorce. Okay, alors ça, en tout cas, non, c'est pas ça. L'Assemblée, c'est des réalités. L'Assemblée c'est des réalités. Oui, on a bien compris. On a bien compris. Écoutez ce que je veux dire. Il faut renforcer les capacités humaines de la justice parce qu'il manque de magistrats. Les juges sont surchargés avec des dossiers parce que c'est une réalité.
Si Ok. l'Assemblée ne prend pas actuellement des mesures pour dire qu'il faut recruter et commencer à former des juristes, n'oubliez pas que des gens partent en retraite. C'est bien Voilà. compris, Donc, Dacier. c'est- Alors, en tout cas, on a l'ENAM qui le nous sort dossier des dont magistrats on est en chaque train année. de C'est parler de l'exception, je a veux. été déposé sur la table donc, des juridictions. Alors, personnel suffisant ou pas, c'est donc à la justice de s'en occuper. Alors, on va parler très rapidement parce qu'on est vraiment pris par le temps. Donc, de cette affaire entre la douane et l'ONATEL, je rappelle très rapidement les faits. Alors, le réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, a animé un point de presse le mercredi 12 pour informer les journalistes et l'opinion nationale de l'affaire qui oppose les deux structures. À l'occasion de la fusion-absorption de Telmob par ONATEL, le matériel de Telmob acquis sous régime douanier d'exonération a été transféré à l'ONATEL en violation des procédures. Ce matériel devrait faire l'objet d'une déclaration à la douane et les droits des taxes que l'ONATEL devra payer ont été évalués à 11 milliards 317 millions de francs CFA. Finalement, l'ONATEL n'a payé à l'État que la somme de 100 millions de francs CFA suite à des négociations et la somme a été versée en décembre 2015. Très rapidement, un tour de table. Quel commentaire face à cette situation? On commence par Arnaud. C'est déplorable. Les mots me manquent pour qualifier ce fait. Un pays, un État bien organisé, dans lequel se passent de telles choses. Comment est-ce possible qu'une société, d'abord, puisse faire cette fusion-absorption-là sans respecter les règles? Soit, ça c'est fait. Ensuite, que l'on découvre le pot rose, que la Direction générale des douanes réclame son dû, les 11 milliards en question. Et ça, c'est le minimum. Hein. C'est le minimum parce qu'ils sont en mesure de demander même le double, parce que c'est ce que dit la loi. Et malgré ça, on trouve un arrangement, je ne sais pas si c'est entre amis ou c'est entre quoi, on trouve un arrangement pour ne prendre que 100 millions. Et après, on va sortir nous dire non, il n'y a pas d'argent dans le pays. Et les journalistes des médias publics revendiquent leurs droits. Les agents de santé, les instituteurs, non, on dit qu'il n'y a pas de moyens, comprenez-nous, voilà. Alors que vous avez refusé 11 milliards pour prendre 100 millions. Je ne sais pas, il faut vraiment que le RENLAC a parlé, il faut que l'exécutif sorte nous expliquer qu'est-ce qui a commandé à l'encaissement de ces 100 millions-là. Parce que on signale très rapidement que c'était sous la transition. Sous qui que ce soit, l'administration est une continuité. Sous la transition ou pas, lorsque les nouveaux gouvernants sont arrivés, quand tu prends une structure, là, un audit qui est commandité, on n'a entendu personne parler de ça. Personne n'a dénoncé ça. Est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt ou je ne sais pas? Non, il n'y a rien eu. Donc ça veut dire que c'est normal. L'ONATEL était justement au centre. Il a fallu que Omega, que Yacinthe représente ici, il a fallu que Omega publie, lève le lièvre, comme disent les éléments du RENLAC, pour qu'eux-mêmes ils s'autosaisissent de cette affaire. Mais il faut que d'autosaisine en autosaisine, il faut que les juridictions compétentes, dès le moment où le RENLAC a tenu cette conférence de presse, s'autosaisissent de ce dossier pour qu'on situe les responsabilités. Et le RENLAC a bien fait de demander la même chose, l'audit concernant le contrôle concernant les autres réseaux de téléphonie mobile. D'accord, oui, Rabo. Sayon, je vais pousser l'analyse plus loin. Pour moi, et ça c'est plutôt heureux, l'analyse que je fais, c'est que le nouveau pouvoir, qui est social-démocrate, veut renationaliser l'ONATEL et Telmob. Vous avez vu l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, a sanctionné l'ONATEL, 5 milliards de francs CFA. On ajoute 11 milliards qu'on doit à la douane, ça fait quoi? 16 milliards, non? Voilà, les Marocains vont fuir et puis on va reprendre l'ONATEL parce que Roch a besoin d'argent pour gérer ses promesses électorales et je crois qu'on va avoir le pactole bientôt. Moi, je crois que c'est pour une fois une situation heureuse qu'on doit saluer. Si le nouveau pouvoir trouve une stratégie, même si elle est informelle et si elle boxe en dessous de la ceinture, pour nous rapporter de l'argent, c'est tant mieux. Si on ajoute les 100 milliards des parcelles, et je crois que Roch va bien finir l'année. Alors, je précise que selon le RENLAC, alors pour les amendes et consorts, l'État peut exiger jusqu'à 70 milliards de francs CFA à l'ONATEL. Yacinthe. Je pense que sur ce dossier, il faut être
bon, il ne faut pas rentrer dans l'euphorie du débat. Il y a un problème juridique qui est posé. Nous avons levé le lièvre, comme l'a souligné Arnaud, nous avons posé les résultats de notre investigation. Nous sommes sur un deuxième volet, dont je ne veux pas dévalider sur les contours, mais juste pour signifier que dans ce fait, il y a un problème. Dans la fusion-absorption de Telmop par l'ONATEL, il y a un processus qui a été suivi. Alors, avec des lettres dûment habilitées aux personnes, notamment à la commission chargée des investissements, pour demander une certaine exonération. Ce processus a bien été suivi à un niveau donné. Nous avons certaines preuves, mais qu'est-ce qui a amené à cette sanction de 100 millions? C'est le principe de conciliation. Il y a une rencontre de conciliation, plusieurs rencontres de conciliation au niveau de la douane, qui a abouti à cet arrangement à l'amiable, qui, selon les textes, et notamment deux personnes de la commission solidaire, n'était pas la bonne amende à poser, comme on l'a souligné. Mais il y a tellement de contours juridiques autour de ce dossier qu'il ne faut pas jeter l'anathème pour l'instant sur l'ONATEL parce qu'il faut d'abord réussir à situer les responsabilités. C'est tout ce que je peux dire. Alors le rapport du RELAC précise que l'ONATEL s'est exécuté très rapidement lorsqu'on a demandé... Le chef de l'ONATEL, je vous le précise, est toujours consigné à la Direction générale des douanes. Oui, mais ça a été déposé quelques jours seulement après. C'est le ministre qui a écrit sur une note, rentrons dans les détails, sur une note adressée au directeur général des douanes, lui signifiant d'amender l'ONATEL, le ministre Sanon, sur la tradition, lui demanda d'amender l'ONATEL à hauteur de 100 millions. C'est bien, la note est là, où le ministre a signifié les ordres au DG de l'ONATEL. Je pense, et au DG de la douane. Je pense qu'il y a un ensemble de choses dans ce dossier qui nous échappent à l'heure actuelle. Il faut d'abord, c'est l'occasion que le LAC se soit saisi du dossier et appelé à ce qu'on ait la vraie version et qu'on puisse amender comme il se doit. D'accord. Très rapidement, Dassi. Oui, et je pense que je suis très content et très fier sur ce même plateau. Il y a 3, je crois que c'est la 2e semaine, où j'avais employé un mot ici. Vous avez failli me gifler. On ne va pas vous permettre, voilà, on va pas vous permettre de le si les gars de l'ONATEL devaient dénoncer ce qui se passe là-bas, nous-mêmes, on aura honte. Voilà. Voilà, ça n'a même pas fait 1 mois. Voilà, par exemple, une affaire comme ça, là. Où, voilà, comme on le dit dans la rue, c'est la honte de l'ONU. Un ministre qui écrit, il dit à la douane, mais ce n'est pas ça le problème, il y a des cas comme ça, beaucoup. Moi, ce que je veux, il faut qu'on se laisse prendre cet argent. Même si ça ne va pas aller directement au trésor, il y a un problème. Vous savez qu'à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako, là, ils n'ont pas de médecin. 2000 pensionnaires, ils n'ont aucun médecin. Ils n'ont aucun médecin. Et le médecin on va pas s'éloigner. Non, c'est pas ça, c'est les affaires. Non. C'est pas ça. Nous sommes des journalistes. Laissez-moi terminer. Nous sommes des journalistes. On a moins de quelques minutes. Non, écoutez-moi. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Laissez-moi terminer. Donc, reste à l'ONATEL. Nous sommes des journalistes. On doit informer nos concitoyens et le peuple. Le médecin qui traite à la Mako fait du bénévolat. Donc, comment aujourd'hui on peut avoir, on parle des droits de l'homme et à l'argent de l'autre côté qu'on jette comme ça. C'est pourquoi je donne cette information, que tout Burkinabé se lève et que cet argent-là, quand on va prendre, on dit il faut affecter un médecin à la Mako. C'est nos frères, nous-mêmes, on peut se retrouver. Voilà une information que je vous donne. Donc, pour vous, il faut aller chercher cet argent. Il faut aller chercher cet argent, absolument. Et je suis très content. Il faut d'abord déterminer ce qu'il faut payer, ce que l'ONATEL doit payer. Je pense que le débat... Et justement, il n'y a pas d'arrangement. J'ai entendu parler d'arrangement à l'amiable, je ne sais pas comment. De conciliation. C'est des foutaises. Non, je pense qu'il faut maîtriser le processus en la matière. Il y a eu fusion-absorption. Il y avait un actif de marchandises au niveau de Telmop qui a été redistribué à l'ONATEL. Il y a eu une procédure qui a été suivie. Alors, il faut d'abord déterminer. Oui, on le laisse terminer. Que quand il y a cette procédure-là, l'ONATEL doit écrire à la direction générale. Et il y a une autre commission, la commission des investissements, je pense, qui doit valider le transfert de cette exonération-là en appliquant les textes. Et maintenant, il faut déterminer à quel moment il y a eu problème. Je pense qu'on est là, on débat sur le montant de 11 milliards, de 100 millions plutôt que de 11 milliards.
mais on ne pose pas le vrai problème. C'est la procédure. Est-ce que la procédure a été respectée? Alors, on va évoluer. On saura maintenant. On va continuer le débat. La vraie sanction n'est pas de 11 milliards, mais de 70 milliards. Oui. C'est qu'on ne dit pas. Donc, sur les amendes et tout, si on ajoute. Alors, il faut qu'on termine tous les sujets. Je précise tout simplement que le rapport dit que peut-être il y a encore d'autres matériels qui n'ont pas été déclarés lors donc, de cette fusion-absorption. On va parler donc du 15 octobre, c'était hier au Burkina. On n'a malheureusement plus de temps pour débattre de ça. Je vais vous demander en 30 secondes, donc l'affaire est devant la justice. Alors, les avocats de la famille Sankara donc, ont fait une conférence de presse au cours de la semaine où ils ont dit que les dossiers avancent très rapidement. Alors, on va prendre des avis très rapides. Est-ce que vous pensez que le dossier va aboutir avec tout ce qui est fait aujourd'hui? On parle de 14 personnes qui sont inculpées sans audition. Alors, très rapidement, Hyacinthe. Ben, je vais juste aller sur l'angle de mon voisin. Nous avons 100 milliards qui vont sortir des parcelles. Prenons ces 100 milliards-là et investissons dans la justice pour permettre, ne serait-ce que ce dossier qui dit depuis 29 ans, d'avoir un soupçon de justice. Ça fait 29 ans que l'assassinat du président Thomas Sankara, on n'a même pas encore un seul suspect en prison disant que lui, il a participé, lui, il a fait ça. Je pense que ça a trop duré. On est encore au stade de la détermination même des ADN pour nous dire si c'est le président Thomas Sankara qui est couché à Dagnès ou pas. Je pense qu'on a trop tardé. Si on peut redistribuer, prioriser la justice avec les 100 milliards plutôt que d'aller à la... Oui, on rapport très rapidement. L'argent de l'État comme ça. Comme si vous êtes au gouvernement et puis c'est comme si vous êtes proposons des pistes de solutions au gouvernement. Oui, rapport très rapidement. Il ne faut pas répartir l'argent du pouvoir. Et quand ça va rentrer, on saura quoi faire avec ça. L'affaire Thomas Sankara, je crois, on en a beaucoup parlé. Les avocats eux-mêmes ont dit qu'on est avancé. Et on n'a qu'à aller au procès. Gilbert Guingeri est disponible pour dire ce qu'il sait. Et si Blaise Compaoré et Yacine Kafando ne sont pas là, ce n'est pas un problème, ils seront jugés par contumace. Oui. Il faut juger l'affaire Thomas Sankara pour que le peuple burkinabé, une fois, souffle. Dacier, 30 secondes. Oui, merci. Je pense que je vous avais dit qu'en tant que panafricaniste, moi, je ne suis pas dans cette préoccupation parce que ça va mettre le temps que ça va prendre. C'est comme ça, Lumumba, et l'affaire Hissène Habré. Il y a pas mal de dossiers comme ça en Afrique. Donc moi, je ne me préoccupe pas de ça. Je voulais dire quelque chose à propos de Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous sommes dans l'actualité. Et j'avais moi un document, l'appel de Gawa sur la qualité de l'enseignement. C'est ça que je voulais rappeler au peuple. Depuis 1987, il a appelé les Burkinabés à faire quelque chose de bien. Je parle du document parce que nous sommes dans l'actualité. Bientôt, l'université risque de connaître l'année blanche. Vous pensez sur le dossier Thomas Sankara que ça ne va pas être jugé tout à l'heure? C'est ça que je dis. Alors, on va permettre... Non, il faut travailler. Ce que je veux dire, je termine. Ce que je veux dire, avant qu'on continue sur ces dossiers, je vous ai dit que ce n'est pas une préoccupation. Travaillons à nous approprier les idées de Thomas Sankara parce que ça va mettre le temps que ça va prendre. Arnaud, dernier mot. Oui. On a dit qu'il y a eu des auditions à des gens qui sont, je ne sais pas, quoi le mot encore, inculpés. Mais pour moi, c'est le statu quo. Depuis 29 ans, voilà. D'abord, il y a eu la période où le dossier n'avait pas pu connaître un début. Je parle sur le plan judiciaire. Ensuite, depuis quelques années, voilà, on a ouvert le dossier devant la justice. Mais bon, voilà, ça tâtonne. Yacine parlait de l'ADN tout de suite. Pour moi, c'est le statu quo. On a beau dire voilà, que tout avance, mais le vrai problème pour moi, c'est que dans le tel dossier, et c'est le cas même du putsch, je vais peut-être m'aventurer sur un terrain assez glissant, moi j'ai peur qu'il n'y ait jamais de procès, en tout cas pas maintenant. Parce que tant qu'il y a certaines personnes toujours au pouvoir, pas au pouvoir, aux affaires. Ok, alors donc y a votre idée a été bien comprise. Alors nous sommes à la fin de l'émission, nous sommes désolés. Le débat aurait pu se continuer, mais nous avons 1 heure que nous avons dépassée. Merci à vous qui nous avez suivis et restez en compagnie des programmes de la RTB.